Faut-il faire un combat au péril de sa vie, mais un combat de grande valeur, un combat d'identité? Ou faudrait-il peut-être accepter de perdre, s'agenouiller, pourvu que l'on vit et que l'on respire? La vie est-elle beaucoup plus importante que la réalité de sa dignité personnelle en tant qu'humain, de sa valeur en tant que personne, sa valeur existentielle? Ou faudrait-il tout abandonner du moment qu'on a la vie? L'homme vrai, l'homme fort, est-il celui qui se bat, se met devant la porte de sa maison pour la défendre de toutes ses forces, malgré les difficultés auxquelles il est confronté, malgré la force de l'opposition, malgré la puissance de ceux qui sont devant lui? Ou l'homme est-il celui qui dit « Ok, entrez dans ma maison, faites ce que vous avez envie de faire. Mes enfants sont là, ma mère est là, elles sont toutes vulnérables, elles sont toutes à vous, pourvu que vous nous laissez la vie, sain et sauf. À vous de choisir. » La Cour internationale de justice, basée à La Haye, tiendra jeudi sa première audience de l'affaire de génocide sud-africain contre Israël. Plusieurs pays ont salué cette décision. En effet, l'Afrique du Sud est partie accuser Israël à la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud a intenté une action en justice fin décembre, accusant Israël de génocide dans la Grande Guerre contre Gaza et cherchant à mettre fin à l'assaut militaire brutal qui a tué plus de 23 000 Palestiniens, dont près de 10 000 enfants. Ça passe très vite. L'Afrique du Sud, curieusement, est le seul pays à avoir eu cette initiative de le faire. On se demande pourquoi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions qui viennent après. Quand on regarde la Palestine, la première chose qui vient dans le cœur, c'est un pays musulman. L'Afrique du Sud n'est pas un pays principalement musulman, absolument pas. Pourquoi, avec autant de pays musulmans à côté, l'Afrique du Sud se tiendrait garant d'aller porter cette plainte contre Israël? Dans un document de 84 pages déposé par l'Afrique du Sud, ils affirment qu'Israël a violé la convention de génocide de 1948, élaborée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste. Je vous rappelle ici que juste après l'Holocauste, on a signé cette convention contre les génocides. Et beaucoup de pays ont signé, beaucoup de pays sont signataires, y compris l'Afrique du Sud et Israël. It will be recalled that in December 1946, the General Assembly, by unanimous vote, affirmed that genocide is a crime under international law, which the civilized world condemns, and for the commission of which principals and accomplices are punishable. The draft convention on genocide, which is now before this assembly, is the end product of 2 years of careful and arduous work. Empêchant ainsi toute éventualité de génocide dans le futur. Tous les pays signataires de la Convention sont tenus de ne pas commettre des génocides, mais aussi de le prévenir et de le punir. Le traité définit le génocide comme les actes commis dans l'intention de détruire un tout ou une partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Encore une fois, le traité définit le génocide comme les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou une partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est ça un génocide. Donc l'Afrique du Sud s'est décidée de s'élever contre Israël. Nous savons que depuis un temps, ils ne s'entendent pas du tout. Et généralement, quand ces genres d'accusations arrivent, parce que ça arrive souvent, Israël s'en fout. Ils ne réagissent pas. Okay? Ils ne réagissent pas et rien ne se passe. Cette fois-là, ils ont décidé de se battre. Et d'après eux, l'histoire jugera l'Afrique du Sud. Suivez. The state of Israel will appear before the International Court of Justice at The Hague to dispel South Africa's absurd blood libel. We have no doubt that after the Jewish state brings to justice the perpetrators of the bloodiest massacre of Jews since the Holocaust, history will judge South Africa for abetting the modern heirs of the Nazis. Contrairement à ce que beaucoup de personnes auraient pensé, l'Afrique du Sud se présente aujourd'hui en accusateur principal contre Israël pour cause de génocide contre les Palestiniens. Today we say thank you. Thank you to South Africa. Thank you for filing case against occupation at the ICJ. We believe that many countries felt our pain, but South Africa decided to put it materially in paper, on paper, and file a case. Quelles seraient les raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud le ferait, pendant qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient le faire en termes religieux, en termes fraternels? Mieux assumer cette responsabilité. Tous les pays arabes qu'on voit en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, pourquoi ils n'ont rien fait? L'une des raisons pour lesquelles nous estimons que l'Afrique du Sud l'a fait, c'est parce qu'ils ont une histoire commune. L'histoire commune de la colonisation. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud a été colonisée, comme beaucoup de pays africains,
Ils ont subi des difficultés, des revers, des peines, des douleurs. Leurs terres ont été prises, ils ont été sujets à l'humiliation. Et certainement, beaucoup de Palestiniens s'y réfèrent, se retrouvent en parlant de l'Afrique du Sud, de leur histoire. Je vous rappelle ici que Mandela et Yasser Arafat, qui étaient tous les deux leaders de leur nation. Mandela était leader sud-africain en opposition contre l'apartheid, le régime apartheid. Arafat était le chef, ou en tout cas la tête de la Palestine. Ils étaient très, très amis, frères en tout cas. Ils se retrouvaient très souvent, discutaient. Bon, on peut aussi dire que très souvent, quand les gens font face aux difficultés très similaires, ils ont tendance à construire une amitié, une forte correspondance. C'est facile de discuter avec une personne avec laquelle vous estimez traverser les mêmes genres de difficultés. Mandela partait très souvent en Palestine pour aller voir Yasser Arafat et discuter. Et d'ailleurs, vous retrouverez à Gaza, dans le West Bank, un lieu qu'on appelle Mandela Square, où est érigé le statut de Nelson Mandela jusqu'à aujourd'hui. Écoutez ce que Mandela avait à dire dans les années 90. We identify with the PLO because just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Mandela et Arafat étaient clairement des très bons amis. Ils ont traversé des moments difficiles ensemble et ont bâti ensemble une fraternité qui existe juste aujourd'hui. Le parti politique de Nelson Mandela, appelé l'ANC, soutient avec beaucoup de force les Palestiniens. Mandela, avant son départ, a bien dit qu'on ne peut pas estimer une Afrique du Sud libre pendant que la Palestine est toujours sous le joug de l'oppression. Donc, beaucoup de gens de l'ANC estiment qu'il est de leur responsabilité de continuer de perpétrer ce travail qu'avait commencé Nelson Mandela. La deuxième raison qui aurait influencé l'Afrique du Sud à se présenter contre Israël, c'est la méfiance de l'Occident. Oui, la méfiance de l'Occident. Je vous rappelle ici qu'à l'époque, pendant l'apartheid, parce que dans votre pays, généralement, si vous êtes francophone, africain, vous avez été libéré dans les années 60. Donc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et beaucoup d'autres pays ont été libérés bien avant, dans les années 60 en général. L'Afrique du Sud, par contre, était toujours sous le joug de l'apartheid. Et l'apartheid, pour ceux qui ne savent pas, c'était un système qui séparait catégoriquement les Noirs des Blancs. Les Noirs étant les éléments inférieurs. Ils ne participaient pas dans des réunions de Blancs, ils ne partaient pas manger dans des restos avec les Blancs, ils ne buvaient pas de l'eau venant des mêmes fontaines que les Blancs, ils n'allaient pas aux mêmes écoles que les Blancs, ils étaient une population négligée, ils vivaient dans les bidonvilles et tout le bazar. Les Nations Unies ont essayé à maintes reprises de pouvoir sanctionner le régime de l'apartheid dirigé par des Blancs sud-africains. Et à l'époque, quand les Noirs n'avaient aucun droit, savez-vous quels sont les pays qui présentaient leur droit de veto pour empêcher les Nations Unies de sanctionner le régime de l'apartheid? Les États-Unis étaient parmi ces pays. Donc, les Sud-Africains, naturellement, comme ils ont connu leur histoire, où les États-Unis à l'époque empêchaient que le monde sanctionne le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, se sentent dans l'obligation de soutenir les Palestiniens, vu qu'Israël est perçu comme le petit frère des États-Unis au Moyen-Orient. Maintenant, est-ce que cette accusation en cours de justice internationale portera de fruits? Il est évident, en tout cas, pas directement. Parce que nous savons que 50% des accusations à la Cour internationale de justice n'aboutissent pas. D'ailleurs, il est évident, la Cour internationale de justice a demandé aux États-Unis d'arrêter les sanctions contre l'Iran. Les États-Unis ont refusé. Ils n'ont subi aucune conséquence. La Cour internationale de justice a demandé à Vladimir Poutine d'arrêter sa guerre en Ukraine. Vous savez ce qui s'en est passé? Ils n'ont pas arrêté. Ça n'avait aucun impact. Donc, s'il y a une résolution qui puisse se présenter, ça sera beaucoup plus tard. Mais en attendant, la semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a qualifié le procès de sans fondement. Submission meritless, counterproductive and completely without any basis in fact whatsoever. C'est un procès sans fondement que les Sud-Africains initient, contre-productif et totalement dénué de tout fondement factuel. Donc c'est de l'imagination, tout ce que l'Afrique du Sud raconte. Tandis qu'Israël a rejeté comme une diffamation sanglante. Et aussi, en parlant de l'Afrique du Sud, nous savons que l'Afrique du Sud a aussi résisté à la même Cour internationale de justice. Quand en 2015, il lui a été demandé d'arrêter Al-Bashir du Soudan. Vous vous en souvenez, quand il partait en Afrique du Sud en voyage et que la Cour internationale de justice avait demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter Al-Bashir, les Sud-Africains ont refusé de le faire. Et aussi récemment, en 2023, la Cour internationale de justice a demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter Vladimir Poutine après avoir fait sa demande d'arrestation. L'Afrique du Sud a refusé. Mais Poutine lui-même a changé d'idée et s'est réservé de partir en Afrique du Sud pour cette réunion qu'ils avaient à l'époque. Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Nous apprenons que dans certains combats, on les fait seuls. Ce sont les combats de la vie, les combats dont on a besoin de personne, les combats déterminants. L'Afrique du Sud est soutenue par la Malaisie, la Turquie,
la Jordanie, la Bolivie, les Maldives, la Namibie étant le seul pays africain soutenant l'Afrique du Sud, curieusement, Pakistan et le reste. Ont-ils peur des répercussions qui certainement arrivera d'une manière ou d'une autre quand on fait face aux États-Unis et à Israël? Ou est-il légitime et honorable de leur part d'effectuer cette demande, d'aller jusqu'au bout en tout cas, peu en importe les conséquences, comme le feraient certains hommes qui s'estiment des hommes de parole? Quelles seraient les conséquences futures contre l'Afrique du Sud qui se lève ouvertement contre Israël, comme personne ne l'a fait dans le passé? God bless.